Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine articulé autour de deux questions. Quels sont les changements en matière d'exonération des plus-values professionnelles et comment prendre en compte cette évolution de la fiscalité lors de la cession de son entreprise? Deux questions que nous allons poser à nos deux invités aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Nous avons tout d'abord le plaisir de recevoir sur le plateau Michael Fontaine. Bonjour Michael Fontaine. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert comptable, mais vous êtes également vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir de recevoir Jérôme Barré. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Yards. Je me retourne vers vous, Jérôme Barré. On va faire un peu de pédagogie, j'ai envie de dire de mise en contexte avant d'évoquer les évolutions fiscales de ce dont on va parler. Quand on parle d'exonération des plus-values professionnelles, quand on parle notamment de cession d'entreprise, concrètement, on parle de quoi? On parle à qui? On parle au dirigeant d'entreprise, à l'entrepreneur, à l'actionnaire majoritaire? On parle surtout de la petite, voire de la très petite entreprise qui a une valeur locale, qui rentre dans le tissu social, qui a une valeur en tant que telle. Elle a permis à une famille, à des enfants d'aller poursuivre des études. C'est donc un maillage extrêmement important dans le tissu social. Et c'est c'est cette cible qui a fait l'objet par le président de la République de ce que l'on a appelé le plan indépendant, bien sûr, avec oui. Une recherche d'un statut unique et plus protecteur, une meilleure protection sociale des indépendants, faciliter la reconversion et la formation, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, favoriser la transmission des entreprises et du savoir-faire, et simplifier effectivement également l'environnement juridique des indépendants et leur accès à la formation. Alors, vous vous souvenez, ou vous ne vous souvenez pas, mais on a une loi de février 2022 qui a eu pour vocation à protéger le patrimoine privé du chef d'entreprise. Bien sûr, oui. On avait cette petite structure EIRL dont les résultats n'ont pas été exceptionnels, donc on a dit maintenant qu'on arrêtait d'en faire. Oui, c'est fini d'ailleurs maintenant. Exactement. Ouais. En vue justement de faire une distinction entre le patrimoine utile au chef d'entreprise, qui lui peut faire l'objet d'une saisie si jamais on doit garantir la cause des créanciers, qui est bien naturel, bien sûr, oui. Mais on exclut la partie qu'il a réussi à tirer de l'entreprise. Mais on est, je pense, dans le prolongement, c'est-à-dire de pouvoir permettre à ces chefs d'entreprise qui sont très valeureux, et en fait, on parle des startups, mais les startups, elles commencent vraiment souvent tout petit, et puis parfois ça marche très bien, puis parfois c'est l'évolution du marché. Exactement. Et donc cette PME, on a cherché à voir comment on pouvait essayer de maintenir cet outil. Et on sait très bien que l'artisan qui vend, notamment en province, et pas qu'en province, parfois il ne vend pas. Il ne vend pas parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, et parce que finalement il s'y est pas intéressé. Donc le sujet, c'est un sujet de transmission. C'est favoriser la transmission, favoriser le fait qu'un dirigeant d'entreprise cherche un repreneur, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et on le fait à partir de l'entrepreneur lui-même qui y est intéressé, en limitant la taxation, pas les charges sociales, mais la taxation qu'il pourrait avoir à supporter dans le cadre de la vente de sa PME. Et pourquoi? Parce que si jamais la taxation était trop importante, ça n'inciterait pas l'entrepreneur à vendre son entreprise? Ça n'inciterait pas. Et puis il faut penser aussi que le chef d'entreprise, souvent, c'est pas qu'il est mal conseillé, ou il s'est parfois lui-même moins bien conseillé, il n'a pas le système salarial complet qu'on a dans les grandes entreprises, et il faut qu'il pense à sa retraite. Et là, il a un pécule qui lui permet d'envisager sa retraite. D'accord. Alors on va revenir dessus, mais Michael Fontaine, j'ai une question quand même. Quand on parle d'exonération, ça tout le monde sait ce que c'est, mais de plus-value professionnelle quand on vend son entreprise. Quand on a créé son entreprise, elle valait 0. Quand on la vend, mettons qu'elle vaille 100 000 euros ou 1 million d'euros, ça veut dire qu'on fait 100 000 ou 1 million d'euros de plus-value? Alors potentiellement oui, de plus-value qui vont être imposables. D'accord. Il y a l'imposition des plus-values avec des systèmes d'exonération sur lesquels on va revenir tout à l'heure en fonction de la taille de l'entreprise et de la manière dont c'était vendu, mais également des prélèvements sociaux. D'accord. Donc quand on parle de plus-value taxable, il y a l'aspect plus-value au niveau de l'IR qui va être taxé sous le régime progressif ou à la flat tax éventuellement. Mais donc ce qui est considéré comme plus-value, c'est la valeur de cession de l'entreprise? Moins. Alors si vous l'avez créé, ça va être le prix que vous avez mis au capital au début. D'accord. Si vous l'avez acquise, ce sera le prix d'acquisition. Et on va calculer la plus-value par rapport à l'écart. Et on ne peut pas déduire, je ne sais pas, moi, des charges ou autres de cette plus-value. Non, ça rentre dans l'entreprise, c'est pris en compte entre la négociation entre le cédant et l'acheteur, et c'est vraiment c'est le prix de vente. Ouais. Alors il est vrai que... Jérôme Barré, oui, peut-être. Pardon. Il est vrai que si on démarre de rien, ça sera le coût peut-être du stylo. Comme on n'est pas propriétaire de la location, il se peut que le prix de cession soit très peu différent du prix d'investissement de départ. C'est vrai. D'accord, ça peut arriver. C'est pas dans tous les cas, mais c'est possible, oui.
Il y a donc eu des évolutions sur les exonérations des plus-values professionnelles. Il y a des évolutions en matière de montant sur lesquels ces exonérations s'appliquent et également sur des notions de durée. Jérôme Barré, donc maintenant on est un peu plus exonéré qu'avant, si je puis dire, lorsque l'on cède son entreprise. Voilà, on avait déjà un régime de faveur, donc je suis podologue, je suis chiropracteur, je vends entre guillemets mon fonds de commerce, c'est pas tout à fait un fonds de commerce, mais ma patientèle, enfin on l'appelle comme on veut. Et donc je sais que autrefois, dans la limite de 300 000 euros de la cession de la valeur de mon bien, là je parle de pas de plus-value mais de cession, je n'ai pas d'imposition. D'accord. Ce montant de 300 000 pour l'entreprise individuelle, il est passé de 300 000 à 500 000. Et ensuite, on introduit... Donc, pardon, mais je suis podologue. J'ai travaillé pendant 25-30 ans. Je vends mon entreprise. Je n'ai pas forcément de retraite puisque je suis indépendant ou une retraite assez faible. Et j'ai un fruit de cession de 300 000 euros et maintenant, mettons, de 500 000 euros. Je ne suis pas imposé sur cette cession. Pas de taxation. D'accord, je comprends. Pas de taxation. Ouais. En revanche, on a une taxation qui était autrefois au-delà de la limite de 500 000 euros, selon un ratio que je vais répéter. Maintenant, on est passé de 500 000 à 1 million d'euros. Ce ratio, en fait, c'est le calcul entre le prix de cession, enfin, on prend ce million, on retire le montant des actifs cédés sur 500 000 euros, ça nous donne un coefficient, et ce coefficient, on l'applique à la plus-value. Alors, la plus-value, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est soit une grande partie du prix parce qu'il y a peu d'investissement de départ et c'est surtout le podologue il a des actifs et il y a des actifs qui sont du capital. Bien sûr. Ceux-là vont rentrer dans le prix d'acquisition, par exemple, je sais pas, un rachat justement de la patientèle. En revanche, tout le matériel qu'il aura eu, je parle sous le regard avisé d'un expert comptable. Au choix, Michael Fontaine. Mais les amortissements, les frais, eux, ne rentreront pas dans ce schéma-là. Donc c'est quand même relativement intéressant parce qu'en élargissant, d'abord on tient compte du fait que les prix, on essaie que les prix augmentent, pas uniquement dans l'inflation, mais sur le prix de cession des opérations de ce type, et justement d'inciter à donner une valeur à son fonds, ce qui n'est pas toujours fait. Alors je reprécise, donc il y a une exonération totale qui est passée de la limite de 300 000 euros à 500 000 euros. Et quand vous nous parlez d'une limite de 500 000 euros qui passe à 1 million d'euros, c'est une exonération partielle de fiscalité. C'est exactement. Ça. D'où le calcul du coefficient. Voilà. C'est-à-dire jusqu'à 500 000 euros, zéro taxation. Au-delà de 500 000 euros, je vais rentrer dans la taxation. Petite question pour qu'on comprenne bien, peut-être à vous, Michael Fontaine, puisque vous vouliez réagir. Si demain je vends mon entreprise 800 000 euros, ça veut dire que je suis exonéré jusqu'à 500 000 euros et ensuite j'ai une fiscalité sur les 300 000 euros restants, c'est ça ? Tout à fait progressive, mais sachant, alors je voulais revenir juste en amont, c'est-à-dire qu'effectivement, Jérôme l'a très bien dit, ces mesures, c'est pour les petites entreprises, les entrepreneurs. Et on considère, au niveau de l'ordre national, qu'il faut aller plus loin et on a fait des propositions 5 octobre dernier, dans le cadre du projet de PLF 2023, pour aller plus loin dans ces dispositifs. C'est pas suffisant pour les inciter à vendre leur entreprise aujourd'hui ? Un exemple concret. Jérôme parlait d'une patientèle qui était transmise. Une patientèle, on n'est pas sur une activité industrielle ou commerciale, c'est un fonds de patientèle, c'est des clients. Bien sûr. On la cède 400 000, on est dans le seuil des 500 000, très bien. À côté, vous avez un artisan qui a du stock, qui va vendre son activité également et qui va faire la même plus-value, 400 000. Du côté artisan, le stock il va être comptabilisé dans la plus-value. Et donc, on a une distorsion de traitement entre la personne qui aura vendu un fonds de patientèle sans stock et l'artisan qui va vendre avec du stock, puisque le stock va rentrer dans le calcul de la plus-value. Donc, on a fait une proposition pour améliorer ce système d'exclure la valeur de stock de cette plus-value. Pour uniformiser finalement entre l'activité de service et l'activité industrielle, c'est ça ? Exactement, Nicolas. Mais Jérôme voulait intervenir également. Cette proposition fonctionne puisqu'elle a été adoptée hier par un amendement qui est le 1.3467 ou 1.34 qui propose donc d'exclure les stocks actifs circulants pour la détermination des seuils d'exonération de l'article 238 quinquies du CGI. Donc c'est devenu une réalité, c'est ça. C'était une des propositions de l'ordre des experts comptables et ça devient une réalité. Ça devient une réalité. Merci Jérôme pour cette lecture avisée des textes. Je rappelle pour ceux qui nous écouteraient en replay que donc on tourne cette émission au moment où il y a un certain nombre de discussions autour de la loi de finances de 2023. Il y a d'autres évolutions donc en termes d'exonération des plus-values professionnelles. Là, Jérôme Barré, on va plus parler de retraite. Effectivement, quand on vend pour prendre sa retraite, il y a des délais également qui ont été allongés. Le principe qui existe depuis de très nombreuses années, qui est un principe délicat, je ne reviendrai pas sur tous les éléments de principe parce que c'est fin et délicat, mais il nous disait que dès lors que je me mettais dans le processus de vendre
concomitamment à mon départ à la retraite, on me laissait un délai de 24 mois pour accomplir mes opérations. D'accord. Et Alors, si je vendais après, ça veut dire que j'avais pas cette exonération. Exactement. D'accord. Alors, c'est donc le moment où on prend sa retraite, on peut le décider. Bien sûr. Mais la difficulté du chef d'entreprise, c'est qu'il doit le prévoir. remettre son entreprise au propre ou plus au propre pour que la mariée soit belle. Il faut qu'il envisage son départ à la retraite et donc qu'il fasse les démarches pour Bien sûr. obtenir sa retraite. Il faut qu'il trouve un repreneur. Et qu'il trouve un repreneur. Donc Bien 24 sûr. mois, c'est peut-être pas assez long parce que justement, on a un forestier dirait un dépérissement, on a une difficulté justement à pousser ces cessions de valeur et qui sont importantes parce qu'on a des petits artisans qui ont leurs outils, par exemple, ce genre de choses. C'est indispensable. Une fois qu'on aura perdu ça, celui qui repart et qui recrée, il va repartir de zéro. On a des savoir-faire. C'est aussi l'idée de maintenir ça. Et donc, si en plus, on sait qu'on a un frottement, c'est-à-dire un travail concomitant qui peut permettre à quelqu'un de dire « Moi, je rachète, mais j'aimerais que tu m'aides parce que d'abord, il faut que tu me présentes tes clients. Parce que Oui, ceci, c'est ça. parce que C'est qu'en cela. fait, 24 mois, c'est très court pour faire une passation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut effectivement avoir fait tout ce que vous avez dit et en plus, potentiellement, former ou faire la passation. D'accord. Là, on est dans la vie des petites entreprises, enfin, de terrain, Oui. où il n'y a pas de structure. Donc, qui repose essentiellement sur le dirigeant, globalement. Exactement. Ou en tout cas sur... oui. Et on sait bien que, je m'entendais bien avec Marcel, là, son repreneur. Alors, si Marcel valide le repreneur, Tout de suite, c'est plus s'il simple. a un peu plus de temps, 36 mois, et en fait, ça signifie rien. Alors, que ce soit 10 ans. Donc c'est passé ça de n'a pas 24 sens. mois à 36 mois, c'est Oui, ça? c'est D'accord. Donc on a accordé un an supplémentaire. Michael Fontaine, ça n'est pas assez selon l'ordre des experts comptables. C'est pas assez, on peut faire mieux. Et ce qu'on a proposé, effectivement, dans le cas classique, vous avez monsieur qui détient 50%, madame 50%, et dans le texte actuel, alors même Les deux partent à la retraite. les deux partent à la retraite, mais seul monsieur est gérant. Et l'exonération pour départ à la retraite, dans les délais bientôt de 36 mois, maintenant de 36 mois, ne concernera que monsieur et pas madame. D'accord. Et donc, ce qu'on a souhaité proposer, c'est que ce dispositif concerne monsieur, enfin les conjoints, et éventuellement la famille. Et qu'est-ce que ça change que ça concerne monsieur et pas madame? Les deux bénéficient de l'exonération. Parce que vous êtes D'accord, 50, parce que, donc bien sûr, je comprends. Bien sûr, oui. Voilà. Et donc ça, c'est pour coller à la vraie vie aussi de terrain. Et je sens que Jérôme Barré veut intervenir. Peut-être que Oui, vous avez parce une qu'il y a bonne une petite- nouvelle à nous annoncer. Alors, Non. il y a une bonne nouvelle, mais je vais l'annoncer juste après. Je garde le meilleur pour la fin. Mais on a bien deux sujets. On a l'entreprise individuelle, départ à la retraite, exonération totale. D'accord. Société, départ à la retraite, exonération de 500 000 euros. Donc si, ce que disait Michael, ne portait que sur la tête du dirigeant, du gérant, 500 000 euros, alors que là, et l'amendement est passé, c'est le 574 qui propose donc d'étendre à nouveau l'abattement fixe de 500 000 pour la plus-value réalisée par le conjoint, les membres de la famille du dirigeant et les D'accord. cofondateurs de la société qui cèdent en même temps. Là encore, c'est se mettre dans un schéma où moi je vais céder mon entreprise, la femme qui peut être divorcée, non, ou le conjoint, alors le conjoint normalement n'est pas divorcé, mais il n'y a pas forcément de mariage. On se met dans une Conjoint perspective, actionnaire de l'entreprise. tout le monde y Oui. va. Tout le monde y va. Tout le Et monde ça y va. Mais donc, ça veut facilite dire- la transmission. Mais alors, que je comprends bien, ça veut dire que je reprends ce seuil de 500 000 euros, ça veut dire que si tout le monde a vendu au même moment, on a cette exonération totale, mais 500 000 euros fois le nombre d'actionnaires ou 500 000 euros au total de valeur de l'entreprise? Alors sous réserve de Jérôme et Lécure, chacun aura son plafond de 500 000. Chacun aura son plafond de 500 000 Parce que euros. si vous dites D'accord. je vais vendre, j'ai un avantage à le vendre. Et moi, mais toi, tu as 500 000 euros d'exonération. Moi, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que tu me donnes pour que j'aille à la vente? Il y a forcément un hiatus. Bien Là, sûr. tout le monde Oui, est traité de la même manière. Alors que le principe des départs à la retraite pour des professions comme des architectes qui exercent en même temps, etc., et on l'a vu souvent, il faut que tout le monde parte. Alors, quand tout le monde est dirigeant de l'entreprise ou co-gérant de l'entreprise, tout va bien. Mais lorsque ce sont simplement des membres de la famille qui ne sont pas forcément tous impliqués, là, tout le monde y va. Michael Fontaine, oui. Et au bout de bout, ça permet de maintenir l'emploi, la transmission d'entreprise et la création de valeur pour notre pays. C'est ça l'objectif. Donc effectivement, ça peut paraître un avantage fiscal, mais la réalité, c'est que ça facilite la transmission, ça permet de garder l'emploi et le savoir-faire. Oui, parce qu'on ne parle pas d'entreprise individuelle, on parle d'entreprise gérée effectivement par une ou deux personnes, mais ensuite avec des employés. Tout à fait. Et donc là, le fait d'apprendre que, le fait d'avoir des propositions qui sont reprises, selon vous, ça va dans le sens d'une conservation d'un tissu économique local, par exemple? Oui, c'est du bon sens. Nous, ce qu'on a proposé, on connaît le tissu PME, les difficultés de terrain, et effectivement, ces mesures qui étaient bonnes n'allaient pas assez loin. Il y avait toujours des petits ajustements et il fallait compléter par ces ajustements qui permettent de simplifier encore la vie des entrepreneurs. Donc,
au moment de la transmission. Et ce qui est un moment important pour un entrepreneur, transmettre son entreprise, soit ses enfants, soit un tiers, et préserver ce qu'il a créé. Merci beaucoup Mickaël Fontaine. Je rappelle que vous êtes expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Merci également Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.